Bonjour à tous, premier MOOC, Banque et Finances, page 102, variation zoom sur l'offre et la demande globale. Donc, vous savez tous qu'il y a la macroéconomie et la microéconomie. Donc, si je vous les note vite fait ici, micro et macro. Macro, nous allons prendre l'économie dans sa globalité, tandis que la microéconomie, c'est du cas par cas, on va d'entreprise à entreprise. La macroéconomie qui nous intéresse aujourd'hui s'intéresse à l'évolution des grands agrégats, tels que le taux de croissance économique, le niveau de chômage, celui de l'inflation, etc. On calcule et on y tient encore et toujours notre fameux PIB, produit intérieur brut. Ses dérivés, on va calculer la consommation, l'épargne, les finances publiques, etc., etc. C'est notre comptabilité nationale. Alors, le PIB peut se calculer de trois façons. Soit, vous avez la vision de la production. On ne le dit plus, vous savez c'est quoi la valeur ajoutée? Et bien là, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées sur une période donnée, un an, en Belgique. Vous avez également la vision de la demande. On reviendra au même résultat, sauf qu'ici, on va tout simplement calculer la consommation, les investissements, tout ce qu'on ne consomme pas, on met sur un compte épargne, on investit, les dépenses gouvernementales, G, et enfin, nos exportations nettes. Dernier cas de figure, vous avez la somme des rémunérations. Alors, on se doute bien que la somme des rémunérations est égale à la somme des demandes, est égale à la production. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, Y est égal C plus I plus G plus XN. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les fluctuations économiques, vous les connaissez toutes. Elles sont irrégulières, elles sont imprévisibles. On peut regarder avec notre charmant Covid-19 qui m'oblige à vous faire court en MOOC. Généralement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si la consommation diminue, l'investissement va diminuer, les dépenses gouvernementales également, et enfin nos exportations. Le Covid est vraiment le super bon exemple. Donc, je répète, fluctuations économiques irrégulières, imprévisibles, les variables macroéconomiques fonctionnent en même temps. Et alors, le gros problème, c'est que quand la production diminue, il y a ce qu'on appelle le chômage. Pas très sympa. Attention maintenant, qu'on peut prendre soit un PIB nominal, c'est-à-dire nominal, qu'on se base sur le prix du marché, et alors je vais vous montrer un petit exemple dans le cours. On est ici. Donc vous avez un état du monde N1 avec une quantité de 1000, c'est des pains ici, hein. Le prix d'1,50 €, je sais, mes pains coûtent pas cher. Donc PIB, c'est la quantité fois le prix, on est à 1500. Trois états possibles. Imaginons qu'on augmente la quantité de 100 pains. Le prix reste inchangé. Donc 1100 fois 1,50, 1150. La différence entre 1500 et 1650 est de 10%. La différence de prix, quant à elle, 0%. Donc la différence delta en pourcentage du volume est ici bien de 10%. Notre PIB a augmenté de 10%. Exemple inverse, même quantité, mais c'est le prix qui augmente. On a la même variation de PIB de 10%, mais ici on voit bien que c'est la différence de prix qui est 10%. Donc 10 moins 10, 0. Notre PIB n'a pas augmenté. Mais non, vu que les quantités non, ici, pas augmenté. Dernier exemple, le plus réel, le plus réaliste. On passe de 1000 à 1044 et on passe d'1,50 à 1,58 €. Donc on va avoir une différence de PIB de 10%, une différence par rapport au prix de 5,33, 10 moins 5,33, on arrive à ici un taux de croissance de 4,4. Tout ça pour vous montrer que le PIB nominal n'est pas un très bon calcul. On préfère le PIB réel.
ou encore mieux, le PIB en volume. Désolée si le cadrage n'est pas parfait. Donc, prix réel, c'est à prix constant. Comment on fait pour le calculer? Tout simplement, vous prenez le PIB, prix du marché, PM, prix du marché, divisé par le déflateur du PIB. PIB. Attention, ce déflateur, il n'est pas le même que ce que vous connaissez tous, l'indice des prix à la consommation. Donc l'indice des prix à la consommation, ce sont des petites personnes qui vont s'amuser à aller relever dans les magasins le prix du panier de la ménagère. C'est très sexiste hein, ce que je dis, mais bon, toujours comme ça. Donc ils vont relever les prix et la différence des prix va leur donner l'indice des prix à consommation qui a augmenté ou pas. C'est grâce à lui, grâce ou contre, hein, ça dépend si vous êtes locataire ou propriétaire, que vous allez avoir une indexation du prix de votre loyer. Donc on ne va pas confondre. Le déflateur du PIB, c'est l'indice implicite des prix du PIB. Ça, c'est sa définition. C'est la moyenne pondérée des prix de tous les biens. Donc là, il y a par exemple 500 biens. Là, il y en a des milliers. Très important. Déflateur du PIB, c'est la différence de prix de tous les biens et pas seulement des 500 biens de la consommation courante, pain, charcuterie, etc., etc. Là, on prend au déflateur du PIB tout en compte. Alors, où est-ce que je vais en venir avec tout ça? On va avoir le gros point d'aujourd'hui. Ça va être le modèle de l'offre. Je vais y arriver, de l'offre et la demande globale. Alors, donc, le marché global. C'est là qu'on va faire beaucoup de graphiques. À main levée, hop, hop. Donc, c'est mon titre. Hein. Attention, vous faites un graphique, il faut un titre. Il faut mettre des flèches, savoir dans quel sens on va. Toujours les nommer, niveau de prix ici, quantité de production. Alors, prenons un exemple. Donc, c'est global. Hein. C'est vraiment, si on prend l'exemple des, je sais pas moi, du papier toilette, Covid-19. Ça, c'est franchement très très bien. Donc, si le prix du papier toilette augmente, c'est pas le papier Lotus, c'est tout le papier toilette. Tout va bouger. Si c'est seulement un magasin ou une marque qui augmente le prix du papier toilette, on n'est pas dans le macroéconomique, on est dans les micros. Ici, c'est vraiment le prix de tout. Il n'y a pas que le papier toilette, hein, il y a vraiment marché global, on prend tous les biens, mais c'est pour vous montrer. Hein. Alors, imaginons que vous êtes un vendeur. Quantité de production, niveau de prix. Si le prix est de 0, vous n'avez pas envie de vendre. Ben non, vous ne recevrez rien du tout. Maintenant, si le prix est très élevé, là, vous aimerez vendre énormément. Donc, vous avez ici votre offre, ce que je vends. L'inverse, vous allez avoir la demande globale. On va s'attarder aujourd'hui et je vais faire la leçon uniquement sur cette demande globale. Ici, vous allez avoir une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre déterminé par le marché. L'offre globale est influencée par, bien sûr, notre formule ici. Donc, vous avez notre demande, notre demande globale est influencée par la formule qui est ici. Consommation plus investissement, plus dépenses gouvernementales, plus exportation nette. Pourquoi est-ce que ça peut être négatif? Tout simplement, si le prix est très cher, vous allez en vouloir peu. On n'a pas envie d'acheter quand c'est cher. Non, si le prix est très bas,
30 cents le papier toilette, ou alors notre exemple comme la dernière fois, le mazout. On arrive à, je pense, 47 cents le litre de mazout de chauffage. Vous en voulez beaucoup. Ça, c'est intuitivement, on voit pourquoi elle est négative. Maintenant, il y a 3 effets, avec leur importance respective. Vous avez l'effet de richesse de Pigou. Alors, Pigou, il dit quoi? Si le prix diminue, eh ben, tout simplement, les gens en veulent plus. La consommation augmente. Donc, on peut le voir de manière un peu plus économique. Si les prix diminuent, le pouvoir d'achat des personnes augmente. Si le pouvoir d'achat de ces ménages a augmenté, ça va les inciter à consommer plus. Deuxième, maintenant, l'effet de Pigou est faible, car les ménages ont également de l'épargne. Deuxième effet, le taux d'intérêt de Keynes. Donc le taux I d'intérêt. Quand les prix baissent, les ménages ont besoin de moins de liquidités pour payer leurs achats. Ils placent alors leur liquidité excédentaire, ce qui fait baisser le taux d'intérêt. Mais oui, comme tout le monde place en bourse ou place sur ses comptes épargne, le taux d'intérêt va diminuer. Tout le monde en veut, ça diminue. Une baisse du taux d'intérêt augmente les investissements et par conséquence la demande globale. Là, c'est vraiment un effet très important que nous allons voir juste après. Il va être développé. Troisième effet, alors Mundell-Fleming. C'est une petite question d'examen, j'aime bien savoir pourquoi la pente de demande globale est-elle négative, et vous me tapez les 3 noms avec une petite phrase explicative. Alors, l'effet du taux de change de notre chère et tendre Mundell-Fleming. La baisse des prix provoque une baisse du taux d'intérêt domestique. Certains investisseurs préfèrent placer les capitaux à l'étranger, donc on va voir nos importations nettes augmenter. La offre de devises chez nous domestiques va augmenter. Il va donc avoir une dépréciation du taux de change réel. Les exportations augmentent, la demande globale augmente. On a l'Europe avec notre Schengen où toutes les frontières sont ouvertes. Donc cet effet de taux d'intérêt, taux de change n'a pas beaucoup d'impact en Europe. Par contre, Keynes, lui, il est beaucoup plus fort. Donc Keynes, si on revient juste sur lui, c'est un mathématicien qui est né en 1883. Il a commencé à travailler dans la fonction publique. Il est très très réputé. On lui doit bien sûr la théorie keynésianisme. Il a écrit toutes ces théories dans une œuvre qui s'appelle Théorie générale de l'emploi et de l'intérêt de la monnaie. C'est vraiment quelqu'un qui a influencé les décisions politiques et économiques de l'après-guerre sur l'État-providence. Et à l'heure actuelle, on retourne vers ces théories, que ce soit dans le cas de la Grèce, dans le coronavirus, dans le cas de la crise financière qu'on a eue en 2008, on revient à ces préceptes. Alors qu'est-ce qu'il dit? Selon lui, les marchés ne s'autorégulent pas. Il n'y a pas de mécanisme automatique qui mène un marché vers le plein emploi des ressources. Le marché laissé à lui-même ne peut donc atteindre un optimum. Il en découle une nécessaire intervention de l'État. Pour lui, la demande effective définit le niveau de la production et donc le niveau de l'emploi. Dès lors, dans un cadre macroéconomique, ici, si la demande est faible, la production sera ralentie et la demande d'emploi va diminuer. Donc il lit vraiment notre demande, qui est ici, avec l'emploi. Lui, qu'est-ce qu'il préconise? C'est vraiment des politiques de relance. On va dépenser. Si on dépense, on augmente notre petit ici G. Alors, le salaire pour lui doit être envisagé comme un coût, mais aussi comme un déterminant de la demande. Les keynésiens préfèrent dans les politiques qui visent à maintenir l'emploi plutôt que les politiques qui tentent à maîtriser l'inflation. On est beaucoup plus en Europe dans les politiques qui maîtrisent l'inflation. On n'est pas dans le plein emploi.
Pour lui, l'État doit nécessairement agir sur le marché pour lui permettre d'atteindre certains équilibres. Alors, il y a une théorie également sur la monnaie qu'on va juste voir après, parce que la demande, l'offre globale, donc ce marché dans sa globalité est lié bien sûr, et on retourne à notre offre et demande de monnaie. Donc pour lui, sa théorie sur la monnaie défend que le taux d'intérêt est le prix de la monnaie et non du capital. Il énonce que la demande de monnaie est fonction de 3 facteurs: le besoin de transaction, le besoin de précaution et le besoin de spéculation. Il fait également remarquer que le montant de la masse monétaire est fixé par les autorités. Il propose de réguler les marchés par des politiques économiques et monétaires tout en laissant une certaine liberté aux individus. Ce n'est pas un adepte de la planification, mais il faut vraiment, pour lui, aider le marché à se réguler. Alors, nouvelle page, nouvelle feuille. Je les scannerai, je vous les mettrai également en ligne si vous avez plus facile. Donc, Keynes, ici, je le remets là. Keynes, c'est la préférence pour la liquidité. J'essaie de bien écrire, ce n'est pas mon fort. Hein. Alors, liquidité, nous allons parler de l'offre et de la demande de monnaie. Si on commence par notre offre de monnaie. Alors, c'est très facile, c'est qui décide de l'offre de monnaie sur le marché? Laissons un instant de réflexion. Tic-tac, tic-tac. Bien vu, c'est notre charmante BCE. Donc, la BCE décide qu'il y a une quantité X de monnaie. Quel que soit le taux d'intérêt, cette quantité sera invariable. Donc, c'est décidé par la BCE. Là où est-ce qu'elle aura toute son importance, c'est que la BCE, avec les États, vont pouvoir donc modifier cette demande. Cette offre, désolé, offre de monnaie, je vais le noter là. Offre OM. Pas l'Olympique de Marseille, hein, offre de monnaie. Donc, c'est décidé par la Banque centrale économique et on va pouvoir justement voir tout ce qui est politique monétaire pour pouvoir faire bouger. Vous allez voir la suite. Hein. Donc, vous avez l'offre de monnaie. Imaginons qu'on est dans le cas où on voudrait augmenter cette quantité de monnaie. Donc, la faire passer d'ici, l'état 1, vers l'état 2. Comment faire? Tout simplement, prenons un exemple, la Banque centrale rachète des obligations d'État. Elle a racheté, donc elle a remis de l'argent dans le circuit. Hop, elle a fait bouger la quantité de monnaie en circulation. Donc, offre de monnaie, c'est fait. La demande, maintenant. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Hein. C'est très important de lier notre demande globale avec l'offre de monnaie et la demande de monnaie. Donc, même chose, hein. Vous avez le taux d'intérêt, vous avez la quantité de monnaie. La demande ici, elle va bien sûr avoir une pente négative. Mais pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que la demande a une pente négative? Le taux d'intérêt représente franchement l'opportunité de détention de la monnaie. Donc, au plus le taux d'intérêt est élevé, au plus il est préférable pour vous de mettre votre argent en banque, puisque vous allez être tout simplement récompensé de votre placement. Non, si les taux d'intérêt diminuent, il n'y a aucun intérêt à placer de l'argent. Donc la quantité monétaire va, elle, augmenter. On y est. Ce qui fait que nous allons trouver un équilibre avec les deux. Donc toujours votre taux d'intérêt, la quantité de monnaie, l'offre et la demande. Bien sûr, la quantité, on la connaît, c'est celle que la BCE a décidée, mais ici, vous allez avoir un taux d'intérêt d'équilibre.
Alors, imaginons qu'on a une offre de monnaie excédentaire. Les gens vont donc se débarrasser de cette offre excédentaire de monnaie en achetant des actifs porteurs d'intérêt ou en dépensant de l'argent sur un compte épargne. Ils vont donc augmenter l'offre de fonds sur le marché des fonds prêtables. Les taux d'intérêt vont donc diminuer, la demande de fonds aussi. Ils vont donc être moins enclins à se séparer de leurs avoirs monétaires et finalement, on va retourner à la quantité de monnaie créée par la Banque centrale. Alors, c'est bien joli. On a fait tout ce qui était offre et demande de monnaie. Tout ça pour arriver finalement à notre demande globale. Mais pourquoi et par quel mécanisme? Tout simplement avec cet exemple. Donc, notre fameuse demande globale. Alors, nous avons le marché monétaire, on vient de le voir, et notre demande globale. On lit les deux. Taux d'intérêt, quantité de monnaie. Quantité de monnaie, on sait, hop, qu'elle est décidée par la BCE. On prend un exemple. Et ici, on va avoir prix et les quantités. Je change de couleur, on va mettre du vert, c'est plus sympa. Alors, si la demande de monnaie augmente, on va faire autrement. On passe d'une augmentation des prix. Avant, on était ici, prix 1, et on arrive à prix 2. Donc, une augmentation du niveau de prix. Qu'est-ce que ça change? Comme les prix ont augmenté, on a besoin de plus de monnaie, on est d'accord, pour pouvoir payer tout simplement nos achats du quotidien. Donc, notre demande va également augmenter. Cette demande qui augmente va augmenter le taux d'intérêt. 1 à 2. L'augmentation de ces taux d'intérêt va diminuer notre quantité de biens. L'un ne va pas sans l'autre.